bien bonjour. Merci d'être encore là pour continuer l'aventure avec moi. Cette, ce chemin, ce voyage vers une nouvelle humanité, peut-être, qui sait. En tout cas, en voyage. Dans mon expérience, c'est pas vraiment le but qui est le plus intéressant en soi. Une fois qu'on l'a atteint, il y a autre chose, c'est infini. Mais c'est surtout le voyage qui m'importe. La beauté du voyage, tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on échange. Parce que finalement, quand on regarde un film, bon, bah, si vous commencez le film directement et à la fin, il n'y a pas trop de sens. Hein. C'est toutes les aventures des personnages, et puis à la fin, voilà, quand elle est bien menée, voilà, qui donne du goût au film, qui fait un bon film. C'est un peu pareil pour la vie humaine. Donc pendant cette période voilà, où nous sommes confinés, on continue. Hein, on n'est pas con, finement. On est ensemble, en soi, chez soi. Et on essaye de gagner en intelligence, de grandir en conscience, ensemble. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème, la troisième partie, que j'ai appelé les étapes vers l'être. Parce que je pense que c'est important d'avoir de la clarté sur les différentes étapes alchimiques qui nous mènent à la réalisation. Alors elles ont été codifiées dans bien des traditions. Et ensuite, certains chercheurs expérimentaux ont validé ou infirmé les choses. Parce qu'il y a des tas de filières spirituelles. On croit que l'éveil est un, mais en fait, mon expérience, c'est que non. Il y a plusieurs types d'éveil, il y a plusieurs stations, plusieurs niveaux d'éveil, niveaux d'être. Et finalement, chaque tradition, même s'il y a des goûts, hein, il y a des familles, en fait, énergétiques, spirituelles, qui ont des vibrations communes, mais quand même chacun enseigne là où il est, en fait. Et il y a des absolutisations de stations, c'est-à-dire on arrive à un certain niveau et il y a un plafond de verre qu'on ne voit pas au-dessus, et on dit voilà, là c'est le sommet, euh, en dessous donc c'est inférieur, et puis si ça colle pas, c'est que c'est distordu. Et bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de choses comme ça, surtout par rapport à l'approche de Sri Aurobindo, qui a été peu comprise, mal comprise euh, par certains tenants de filières traditionnelles à l'époque et encore aujourd'hui, c'est encore bon, voilà, on ne comprend pas trop la nature de sa réalisation parce que c'est quelque chose qui ne s'est pas encore vraiment incarné sur la Terre, de mon point de vue. Alors les différentes étapes. On va essayer de partir du début et voir un petit peu jusqu'où ça nous mène. J'ai pas la prétention du tout d'avoir tout traversé, je suis comme vous, je suis en chemin. Mais voilà, j'ai cherché, j'ai fait des expériences et je partage ça. Bah, au début, on va dire, si on croit à la transmigration, hein, que l'âme passe d'un corps et un autre corps de vie en vie pour évoluer, pour faire des expériences, ben, cette essence s'incarne dans un corps, dans une matrice, un ventre de femme, et, et déjà là, en fait, elle est encore en contact finalement avec son essence, avec sa source. Les enfants sont en contact de leur être et dans leur spontanéité, mais ce qui se passe, c'est que ben, les parents ne sont pas forcément au contact de leur être, et voilà, l'enfant est malmené par la vie parentale, même s'il y a des belles choses, hein, attention, je ne critique pas les parents. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, donc, mais on ne peut pas être parfait tout le temps. Et c'est peut-être partie du jeu aussi. Donc l'enfant s'adapte, se suradapte au monde des adultes, à l'environnement social, l'école, et il va créer petit à petit une cuirasse, une armature bon, qu'on appelle la personnalité, la persona, le masque. Et ce masque, il est fait de ce qu'on peut appeler une fausse personnalité, une vraie personnalité, c'est-à-dire une personnalité qui est saine, qui a des talents, qui vont se développer au fil des années, et puis une personnalité qui est déformée, qui est remplie de blessures, de troubles.
Et il va passer comme ça toute une partie de sa vie euh, à construire ce masque, à s'adapter, à trouver des stratégies comportementales, et élaborer des compulsions d'évitement. Tout ça pour survivre en fait, pour essayer d'avancer, parce que la force de vie, elle pousse derrière. Et bon, alors ça dépend des âges de chacun. Euh, Moi, le clash, il s'est fait à 20 ans, d'autres c'est plus tôt, d'autres c'est plus tard. Mais à un moment donné, il y a un drame qui survient dans la vie, une crise, un peu comme on vit maintenant. Une crise qui est tellement soudaine, qui est tellement brutale, qu'en en fait, il y a un effondrement de la structure. Même le moi, il s'effondre en fait. Et c'est là où on tombe en dépression. Et bon, on a une vision en Occident de la dépression qui est comme une maladie à soigner. Je ne dis pas, il y a certainement des facteurs neurologiques à certaines dépressions. Mais de mon point de vue, et d'un point de vue spirituel, la dépression, c'est un signe que en fait, le moi perd sa stabilité. Et c'est là, en général, où on peut commencer à chercher du sens, à se mettre en chemin, à avoir un bouquin qui traîne, euh, qui nous parle, qui nous remet un peu de joie, même si on va pas bien, et puis un autre bouquin, puis après on, une vidéo, puis un stage, une rencontre, qui fait qu'en fait on retrouve un autre sens petit à petit, et là on se met en chemin. Et quand on se met en chemin, il y a plusieurs étapes quand même. Parce qu'avant d'être rien, il faut bien être quelque chose, même si le rien n'est pas rien. C'est autre chose. C'est le rien pour le moi, mais c'est tout pour l'être. Et il y a un premier temps qui est quand même important, c'est l'axe de la thérapie. Je pense qu'il faut prendre un peu de temps, surtout nous les Occidentaux qui sont très mentaux, euh, pour se faire accompagner par un psychologue, un psychothérapeute, un accompagnant, un coach, peu importe, pour aller rencontrer ces blessures de la fausse personnalité, rencontrer ces blessures de l'enfance, peut-être même des mémoires transgénérationnelles, travailler sur plusieurs axes, personnel, transgénérationnel, lié à sa famille, sa psychogénéalogie. Donc il y a tout un plan comme ça où il faut travailler là-dessus en thérapie. C'est important. Parce que si on ne fait pas ça, il va rester des accroches, des zones d'ombre, et on ne va pas pouvoir trop se hisser dans les plans, parce qu'on est trop alourdi, donc on va redescendre et on va être déstabilisé, on va être découragé, et beaucoup de choses comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas commencé le cheminement par la thérapie, j'ai commencé directement par les voies abruptes, euh, voilà, les voies non duelles. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai grandi dans un espace de ma vie, au niveau de la verticalité. Mais à un moment donné, je butais. J'avais beau méditer des heures, comprendre beaucoup de choses, mais après, dans l'état d'être, c'est quelque chose qui se stabilisait pas, qui perçait pas. Donc j'ai commencé à me faire accompagner en thérapie, puis c'est là que je me suis formé en thérapie, en coaching. Et ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'accompagne les êtres vers ça aujourd'hui. Parce que je sais que c'est très important de prendre le temps, avec tendresse, bienveillance, sans complaisance, d'aller rencontrer ces parts blessées, de faire la paix avec le système interne et le système familial aussi dans son ensemble. Et une fois que ça commence à être fait, que les gros dossiers ont été ouverts, ils ont été checkés, on retrouve plus d'espace dans le corps pour se verticaliser. Et là, on démarre bon, ce qu'en Occident on appelle les trois phases alchimiques, dans la tradition alchimique, c'est-à-dire l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, des fois on met l'œuvre jaune entre les deux, mais bon. Il y a trois principales quand même. L'œuvre noire, c'est la rencontre avec nos ombres, finalement, avec notre côté obscur de la force. Et on ne peut le rencontrer que si on a déjà déblayé quand même des choses au niveau de ses mémoires du passé, de ses blessures, et qu'on a atteint une certaine stabilité méditative, une certaine capacité d'observation, de non-identification. Parce que sinon on va être trop collé à ce qui se passe et on va être pris là-dedans, dans des forces psychiques qui sont des fois très fortes, parce que reliées à l'inconscient collectif. Donc c'est des forces qui nous appartiennent, mais aussi qui nous traversent. Et donc on est pris dans ce jus-là.
Donc l'œuvre noire, c'est ça, c'est la calcination, c'est brûler en fait toutes ces mémoires en les rencontrant, mettre la conscience qui est du feu dans ces mémoires, les éclairer, descendre en fait dans les grottes de soi avec le flambeau de la conscience et mettre de la clarté, mettre de la clarté, mettre de la clarté. C'est important. C'est important. Et ensuite, quand on a traversé ce passage, qui peut prendre plus ou moins longtemps, des fois peut-être toute une vie, ça dépend de chacun, il y a aussi des facteurs qui nous échappent. On arrive à un autre stade qui est l'œuvre blanc, qui est là où on va rendre transparent en fait l'être, pour recevoir la lumière. Et donc en fait on a dépollué un petit peu notre être et il y a plus de transparence, la lumière peut descendre en nous, peut circuler plus librement, il y a moins de blocage énergétique, ça circule, c'est ample, c'est vaste. Et là, si avant on faisait un travail, donc travail thérapeutique, on va lire, on va travailler sur soi, on va faire des pratiques, œuvre noire aussi, il y a plein de pratiques, et c'est magnifique, et il faut les faire. Mais ensuite, à ce niveau-là, il y a moins de pratiques à faire. C'est-à-dire c'est plutôt un travail d'être en présence et de se laisser pénétrer par la présence et de la laisser faire, laisser aller dans les espaces, cette intelligence du vivant, cette énergie dynamique, elle sait très bien où il faut aller. Et nous, on accueille les choses et on laisse la transformation se faire. Et petit à petit, il y a un dépouillement de voile en voile, qui fait qu'à un moment donné, on touche ce qu'on appelle le soi, l'être-té. Et là, c'est des expériences de totalité, d'unité, où il n'y a plus de différenciation entre l'intérieur et l'extérieur. Tout est un. Hein. Tout est un, et ce un est un partout. Et il voit le un partout. Et il est cette présence permanente comme un bloc de silence statique dans l'éternité. Et il est là, il est présent, et il répond spontanément à ce qui vient. Parce qu'il n'est plus en réactivité, il ne fonctionne plus sur des structures mentales figées. Il y a une fluidité. Et il enseigne le retournement à cette source d'arrière-plan, cet espace que l'on est. Et c'est une voie, c'est la voie de beaucoup de voies, hein, surtout dans les voies non duelles traditionnelles. On enseigne jusqu'à là, et là c'est vécu comme le summum de la réalisation. Et c'est magnifique, rien qu'en arriver là dans une vie humaine, c'est immense. Donc il y a eu des personnages et des maîtres connus qui ont atteint ça. Le plus fameux qui me vient, c'est Ramana Maharshi, voilà, qui a commencé très tôt et qui est resté dans cette belle présence toute sa vie en haut de sa montagne. Ça fait partie des grands maîtres de la voie non duelle. Et ensuite, il y a une autre étape. Une autre étape que Sri Aurobindo, un des premiers à en avoir parlé, qui est qu'une fois arrivé finalement à cette étape de l'éveil statique, donc tout est ouvert en nous, il n'y a plus d'identification, tout est un. Et plutôt que de laisser le corps mort et la vie telle qu'elle est, en fait, et se réabsorber dans le nirvana ou dans la totalité immaculée, il y a cette idée que le fourreau humain, le corps humain, qui est assez spacieux, soyeux, va laisser entrer en lui une autre énergie qui est beaucoup plus haute et qui va rentrer au fond de lui pour ensuite faire descendre tous les plans les plus hauts dans le corps. Et qu'ensuite le corps, l'organisation des cellules du corps soit impactée par ça. Et que petit à petit cette énergie, en entrant dans la cellule, va toucher l'ADN et transformer structurellement le corps. Voilà. Donc il y a cette étape-là qui est difficile à résumer, je ne suis pas là. Donc dans les livres, Sri Aurobindo il en parle, Satprem en parle aussi. Natarajan aussi, que j'interviewerai à l'occasion, quand il reviendra de Bali, qui est dans le processus supramental depuis 20 ou 30 ans.
et de première main parce qu'il le vit dans son corps. C'est un processus qui est très exigeant parce qu'on va chercher toutes les couches, tous les atavismes, toutes les mémoires, même de l'humanité, des peurs très anciennes, pour transformer ça, pour que le corps se transforme et soit l'émergence de cette nouvelle espèce. Voilà, ça c'est, de mon point de vue, le summum. Mais avant ça, il y a un long, long travail sur soi et un long travail de dépouillement. C'est-à-dire il y a un long travail de guérison personnelle, à guérir des blessures du passé, un long travail de développement personnel, de développer la personnalité d'avant-plan, et ensuite un long travail de dépouillement personnel, puis ensuite arriver à l'impersonnel, une transmutation de l'impersonnel dans le personnel, et donc l'émergence d'une individualité authentique qui est unique, et en même temps reliée à la totalité et accueillant le multiple, où le 1 et le 2 circulent en permanence. Et ça, c'est structurant. Donc voilà, je voulais parler de ça, parce que je trouve qu'on manque un peu de clarté. Souvent, on lit un livre d'une tradition là, un développement personnel ici, psychothérapie là, et bon, on essaye de trouver des ponts, voilà, entre les choses, on essaye, mais c'est pas toujours évident. Moi, j'ai voulu faire ça parce que c'était vraiment important pour moi. J'ai passé 20 ans à faire tout ça, à aller dans toutes les traditions, à me faire initier, à comprendre de l'intérieur, à vivre les états qui étaient décrits, et ensuite à faire des ponts intellectuellement entre les visions, c'est-à-dire pas seulement les visions religieuses ou spirituelles, mais aussi scientifiques, philosophiques, poétiques, artistiques, parce que c'est une vision sphérique, et la vision sphérique, elle veut tout inclure. Tout inclure parce que transcender et inclure, c'est la base. C'est vraiment comprendre ça, transcender et inclure. Quand vous vivez une expérience spirituelle, vous n'y arrêtez pas, c'est savoureux, c'est bon, c'est la bonne voie, mais transcender, inclure. Puis si quelqu'un d'autre a une expérience différente, écouter, goûter, peut-être vivre ce qu'il vit, et transcender et inclure un autre point de vue, scientifique, religieux, spirituel, philosophique. Ok, comment je peux faire coller le puzzle? Ah ok, ça marche, là ça marche, là ça marche, là ça marche, là ça marche. Ok. Et là, en faisant ça, on se pacifie, finalement on n'a plus d'ennemis, parce qu'on se rend compte que tout est un dans l'absolu, même si ça peut être deux, trois, et que tout est cet espace en fait, tout est cet espace que nous sommes ultimement. Mais bien prendre en compte les étapes, ne pas brûler les étapes, parce que sinon on risque de se brûler. Donc prendre le temps, voilà, être honnête avec soi-même, dire ok, là je suis pas prêt pour la voie initiatique, je sens en moi, j'ai encore des blessures, j'ai pas réglé les problèmes avec papa, maman, mon enfance, ça va pas marcher. Donc prendre le temps avec humilité de se faire accompagner, et une fois qu'on a bien avancé, alors on peut recommencer un pas dans la voie initiatique tranquillement. Parce que c'est trop précieux pour gâcher, c'est trop précieux pour s'affoler, s'impatienter. On a l'éternité. Nous sommes l'éternité. On peut se détendre. Tranquille. Ça va. Si on n'y arrive pas là, on n'y arrive pas là. Que faire? Rien à faire. Et il ne faut pas se comparer. On peut voir, tiens, voilà, il est dans telle station, c'est beau. Tel état d'être, c'est beau. Ça m'inspire. Mais pas se massacrer d'y être pas. C'est contre-productif. Donc c'est ça l'idée, c'est comprendre les étapes. Thérapie, guérison des blessures, développement des talents, rencontre de nos ombres, dépouillement, éveil, et
pour ceux qui sont appelés à ça, descente de l'énergie, de la Shakti, du supramental, et transmutation du corps. Voilà, c'est très simple. Mais si vous voulez, chaque strate demanderait un développement immense. Mais déjà là, vous avez des pistes quand même qui sont claires. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Mais voilà, il suffit juste de se positionner, d'être clair avec soi-même et d'y aller en fait, d'y aller, d'acter. C'est pas tout de comprendre intellectuellement, c'est surtout acter. C'est là que ça se passe, c'est dans la carne, c'est dans le corps. C'est quand le corps a changé qu'on voit qu'on a changé. Si le corps n'a pas changé, il ne s'est rien passé. Donc ça descend, il faut que ça descende. Et ces étapes-là, l'humanité les vit en fait finalement aussi. C'est-à-dire que la crise aujourd'hui, c'est une crise au tout début, quelque part, pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, ils ont construit une personnalité, une persona. Le système aussi est une grosse persona, un gros ego. Et là, en fait, il craque, il fait sa dépression. Hein, on parle de la grande dépression, les crises économiques. Ah, c'est ça, il y a une dépression. Il y a trop de pression, donc on fait une dépression. Ça s'effondre à l'intérieur. Mais à un moment donné, il faut que le système, à un moment donné, fasse sa thérapie, en fait, se guérisse des blessures du passé, et combien il y en a parmi les peuples. Et une fois que on aura commencé à guérir, à libérer la parole, à arrêter les contentieux, arrêter la concurrence victimaire ou la concurrence concurrente, alors là, on pourra mettre les choses à plat, et puis on ira voir les ombres. Voilà, chaque peuple a ses ombres et ses lumières. Et plutôt que de dire c'est la faute de l'autre, en fait, voir que si je lui dis c'est la faute, c'est qu'il représente une ombre à moi. Et donc, je ne vais pas lui coller la chose, je vais la prendre pour moi, je prends responsabilité à 100% de ce qui vit en moi et dans mon peuple. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, qu'on a vu les ombres, qu'on les a traversées avec la conscience au niveau global, alors là, on peut commencer à être dans une forme de réceptivité de la présence, de dépouillement. On enlève ce qui est de trop, on affine comme un sculpteur, petit à petit, du gros bloc, il affine, il prend des outils de plus en plus fins pour donner la petite touche à la fin, qui serait la réalisation. Déjà, ce serait immense si on avait une civilisation de Ramana Maharshi, vous vous rendez compte? Ce serait immense. Et ensuite, ultimement, ce serait la descente du supramental et la transformation de tout le fourreau humain et de la vie et de la matière. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition entre matière et esprit. Pendant des siècles, on opposait la lumière, les ténèbres, la matière, la conscience, l'esprit. Mais en réalité, on sait aujourd'hui que la physique quantique, que E égale mc2, que la matière, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est de la conscience. Donc en fait, la matière est de l'énergie compactée, densifiée, mais elle porte en elle un germe de conscience qui peut la faire éclater, qui peut la faire vibrer à un taux plus élevé. Et c'est là où on passe de fréquence en fréquence à des niveaux d'être supérieurs. Bon, mais là j'avoue que je me projette loin dans l'humanité, on n'en est pas là. Mais c'est des prospectives, c'est des jalons. Là aujourd'hui, c'est une crise. C'est une crise, c'est une dépression. La société est déprimée. Il faut la soigner. Mais pas la soigner pour la remettre comme elle était avant, pour que ça retombe encore, non. La soigner pour l'aider à changer. Donc, se libérer de toute cette masse émotionnelle, de toutes ces mémoires de souffrance, petit à petit, et ensuite aller vers un chemin de conscience et grandir, et ensuite, quand ces esprits seront conscients, peut-être qu'on aura des gouvernants qui soient des êtres réalisés, ou des êtres en chemin en tout cas, ils pourront en fait poser des actes concrets, politiques, sociaux, qui vont servir la vie, qui vont servir l'expansion de la conscience, l'émancipation des êtres. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc on en est là, c'est très instructif. Moi, j'observe ça, j'ai de la compassion pour tous ceux qui souffrent, pour ceux qui ont perdu des gens, pour tous ces personnels soignants,
gratitude pour tout ce que vous faites vraiment. Et, et je vois aussi qu'il y a une chance pour l'humanité de se transformer. Et quand j'entends transformer, alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on parlait beaucoup du transhumanisme avant la crise. Hein. Bon, c'est encore là dans les dossiers, hein, transhumanisme, l'être humain augmenté, tout ça. De mon point de vue, tout ça, c'est aussi une tentative de transformer l'humain, mais par le bas. C'est-à-dire, on va transformer l'humain en silice. Hein, c'est ce qui forme les microprocesseurs, en mécanique. Alors, avec une oreille qui entend mieux, un œil qui voit mieux, un cerveau qui tourne mieux, c'est pas ça la transformation. C'est pas un ego amélioré. Et le faire aussi avec quelque chose d'invasif, comme des nanotechnologies, des implants, c'est se dire, mais en fait, on n'a pas compris le vivant, quoi. On n'a pas compris la vie, on n'a pas compris la conscience, le divin, étant coupé de tout ça. Alors qu'il y a un processus qui prend plus de temps, oui, parce que la vie prend du temps pour faire des grandes choses. Et nous, on est pressé, on veut changer tout de suite par peur du temps, justement. Mais de mon point de vue, le transhumanisme, dans son idéologie, en tout cas, est néfaste pour la conscience humaine. Et ça risque de mener à des choses que certains films de science-fiction ont commencé à dépeindre. Donc, je ne suis pas contre la technologie, mais à l'extérieur de moi, et pas en moi. J'ai déjà une technologie en moi, naturelle, biologique, spirituelle. Elle sait très bien ce qu'il faut. Il y a une intelligence naturelle du vivant dans mon corps. Il suffit que je réactive cette mémoire, que je lui fasse confiance, que je la cultive, et ensuite ça se met en chemin. Mais comme c'est difficilement prouvable avec les outils de la science moderne, alors on dit que ça n'existe pas. C'est vraiment dommage, c'est parce que la méthode de la science n'est pas adaptée à ce monde-là. Même si ça a commencé quelque part, avec la parapsychologie, on a commencé à tester des choses. Et puis par exemple, les gens qui se nourrissent de prana, d'énergie, il y a des études qui ont été faites, des expériences. Donc il y a des choses quand même qui émergent. C'est ça que je dis. Mais robotiser l'être humain, c'est le couper en fait. C'est le couper du flux de la vie, c'est le couper de la vie. Voilà. Voilà les étapes. Si vous avez des questions, ce sera avec grande joie. C'est ma joie de partager. Prenne qui voudra. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Merci.